petit conseil communautaire de rentrée. Quand je dis petit, c'est pas tout à fait ça, parce qu'il est un petit peu dense tout de même. Un petit peu, oui. Alors, on y va sur les pouvoirs. Madame Martin Barlier qui donne pouvoir à Philippe Berger, Nathalie Ertaillou donne pouvoir à M. Alétru, Madame Le Goff à M. Duin, Madame Bertrand, Madame Thibault, Madame Parpaillon à Dominique Bonin, M. Charrier à Madame Moreau, M. Fabre à M. Vanier, Madame Joly à M. Charpentier, Madame Guinaud à Madame Poupée, Madame Peigné à M. Sautreau, Jeanne Gandriot me donne pouvoir, Madame Gay à M. Mettet et M. Barbeau à M. Gendronneau. Voilà pour les pouvoirs. Ah, tu l'as, Fanny, de Philippe Barré. Ok, je vais noter. On l'a donc à Johan Kilbault. D'accord, ouais, c'est vrai qu'il avait dit. Ok, merci beaucoup. En secrétaire de séance, j'avais en proposition François Eudevin, Jean-Marie Soulard, oui, Mick Gaborio. François, c'est parfait, merci beaucoup. Alors, on y va. La première chose, vous aviez donc les délibérations qui ont été consenties par le Conseil communautaire, d'une part au bureau et d'autre part pour moi. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus? Non? Parfait, je vous remercie. Et puis, on rentre directement dans le vif du sujet. Et c'est David qui prend la main sur les objectifs du PCAET. Bonsoir à toutes et tous. Effectivement, la première délibération porte sur la déclinaison des objectifs du PCAET, notamment l'adoption du schéma directeur des énergies, si vous me permettez. On va l'abréger sous la terminologie, le glossaire SDE. Donc la communauté de communes, vous le savez, s'est lancée dans l'élaboration de ce SDE, notamment pour traduire les objectifs du PCAET que l'on a validé fin 2023. Je vous rappelle juste les ambitions ou les objectifs de ce PCAET à l'horizon 2030, avec une réduction de 17% des consommations énergétiques sur le territoire par rapport à celles qui étaient les nôtres en 2016, une diminution de 19% des gaz à effet de serre et une augmentation de 25% de la part des énergies renouvelables dans nos consommations, tout ça en 2030. Et puis on a aussi élaboré une stratégie à l'horizon 2050 et les chiffres sont et visent notamment une diminution de 50% des consommations énergétiques. Ce SDE, en fait, c'est une feuille de route opérationnelle de la transition énergétique sur notre territoire pour les 6 prochaines années et il doit également être décliné dans les documents de planification tels que le PLUI et aussi dans les différentes politiques publiques et notamment vis-à-vis de guichets uniques de l'habitat, par exemple, pour encourager et accompagner à la fois les entreprises et à la fois les particuliers et bien sûr les collectivités dans la production d'énergie renouvelable. Alors pour réaliser ce SDE, nous sommes attachés les services du bureau d'études NEPSEN, qui a tout d'abord établi un diagnostic sur les potentialités de production des énergies renouvelables sur notre territoire SVL. Et il en ressort que le potentiel de production énergétique est conséquent, plus que conséquent, puisqu'il permettrait à terme de couvrir l'intégralité des consommations énergétiques de la communauté de communes. C'est ce que l'on vise à l'horizon 2050, je vous le précise, avec une neutralité carbone, c'est-à-dire que l'ensemble des consommations énergétiques de la communauté de communes seraient couvertes par des productions des énergies renouvelables, produites également sur le territoire. Donc nous sommes à une projection 2050. Alors ce potentiel énergétique, il fait ressortir 3 grosses filières, on va dire. La première, c'est bien sûr le photovoltaïque qui pourrait couvrir 83% de ce potentiel-là. Ensuite, l'éolien avec 21%. Et puis, il reste la méthanisation. Alors, je n'oublie pas les autres sources, mais globalement, vous voyez que ce sont ces 3-là qui sont prioritaires et qui font largement le potentiel de la communauté de communes sur ces énergies renouvelables. Donc grâce à ce potentiel qui nous permet, je vous l'ai dit, de couvrir nos besoins énergétiques à l'horizon 2050, il faudra aussi et surtout ne pas oublier un objectif prioritaire qui est celui de diminuer nos productions énergétiques de 50%. Donc c'est bien d'encourager et de faire et de projeter des productions d'énergies renouvelables, mais si on ne s'appuie pas non plus sur une réduction importante de nos consommations énergétiques, on n'arrivera pas à ce fameux équilibre pour 2050, mais en tout cas,
C'est ce que l'on a souhaité vous proposer dans le cadre du PCAET et du SDE. Alors vous verrez que dans le SDE, donc, la filière photovoltaïque, elle s'appuie essentiellement sur le bâti, donc ce que vous avez déjà régulièrement dans vos communes, c'est-à-dire du photovoltaïque sur des toitures des particuliers. Il y aura aussi des projets autour des équipements de bâtiments publics, et puis de plus en plus, et on reviendra dessus, sur des projets d'ombrières ou de photovoltaïque au sol. Quant à l'éolien, sur notre territoire, en fait, l'éolien s'appuie sur les coûts partis. Donc il y en a très peu, mais en tout cas, on s'appuie déjà sur éventuellement des projets qui pourraient voir le jour et qui sont déjà dans les cartons, et on s'appuie sur le parc d'éolien qui est déjà existant. Donc en gros, notre schéma des énergies renouvelables n'ouvre pas de nouveaux territoires à l'éolien tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ça veut dire qu'on pourrait produire malgré tout plus d'énergie renouvelable grâce aux éoliennes, tout simplement en faisant du repowering, c'est-à-dire qu'à terme, vous savez que les matériels évoluent, et donc les parcs éoliens qui sont les nôtres actuellement avec des mâts de 90 ou 120 mètres, eh bien, seraient progressivement remplacés par du matériel avec des mâts beaucoup plus hauts, et donc même si on n'élargit pas le parc d'éolien, eh bien, on produirait largement plus sur un même espace. Et donc cette projection supplémentaire de 230 gigawatts, ça s'applique un petit peu sur les projets des collectivités que portent les collectivités. Ça, globalement, on arrive à l'estimer assez facilement. Et puis après, il y a tout ce qui va naître des porteurs de projets, des individuels, des particuliers qui, voyant un petit peu ce qui est porté par les collectivités, voyant un petit peu le chemin qui est parcouru par les collectivités sur la production des énergies renouvelables, vont aussi être incités à entreprendre eux aussi la production des énergies renouvelables, et notamment via le photovoltaïque. Et donc on estime à 160 à peu près le potentiel de gigawattheure qui pourrait être produit et porté par des initiatives privées. Donc la stratégie opérationnelle, vous l'avez compris, elle s'appuie sur ces deux leviers-là, à la fois produire plus et consommer moins, et mobiliser tout ce qui est le potentiel énergétique présent sur notre territoire, et notamment sur les énergies renouvelables, photovoltaïque, éolien, je viens de le dire, et il m'en manque une, méthanisation, voilà, pardon. Mais, je vous l'ai dit, il y a d'autres filières qu'on n'a pas forcément suffisamment encore identifiées, mais qui existent, et qui restent malgré tout minimes, mais elles existent. C'est notamment la filière bois énergie, donc on a quand même quelques secteurs bocagers, donc on a de la production de bois. Ça veut dire qu'il faudrait aussi travailler sur les plans de gestion durable des haies avec les exploitants, avec les particuliers, pour optimiser cette ressource énergétique. Elle est bien présente sur nos territoires. Et puis une autre qui est présente, c'est la façade atlantique, c'est la mer, c'est l'énergie marine. On aurait peut-être à terme aussi des potentialités à regarder ce qui pourrait se faire avec des marées motrices, avec des turbines qui pourraient aussi fonctionner en mer. On n'a pas du tout, pour l'instant, étudié ce potentiel, donc on ne l'a pas rentré dans notre SDE. Voilà, donc ce schéma, vous l'avez en annexe. Alors il fait 180 ou 110 pages, donc voilà. Je vous laisse en prendre connaissance. Alors il y a aussi un document synthétique un peu plus illustré, peut-être qu'il est plus abordable. En tout cas, je vous rappelle les 4 objectifs opérationnels, et vous les voyez dans le tableau, qui sont retracés dans ce SDE. Donc se structurer au sein de la communauté de communes, développer des projets emblématiques, développer des filières énergie renouvelables et de récupération, et puis communiquer et informer. Et à travers ce SDE et ces 4 objectifs, on a décliné 14 actions qui sont projetées entre 2024 et 2029, avec, on a essayé de prioriser en sachant qu'il y avait déjà des coûts partis. Mais voilà, vous avez le calendrier de ces 14 actions qui sont affichées dans notre SDE. Voilà, donc vous retrouverez ces éléments stratégiques, vous retrouverez aussi les cartographies dans les annexes à cette délibération. Et donc, je vous l'ai dit, hein, l'objectif aussi, c'est que ce SDE soit traduit dans le PLUI qui, lui, est en cours d'élaboration. Voilà très rapidement présenté le SDE. Est-ce que de votre côté, il y a des questions ou des remarques ? Oui. Vous parlez d'énergie renouvelable avec le monde agricole, on ne prend pas trop sur les sujets concernant le photovoltaïque sur les terres agricoles. Oui. Donc, j'ai une vraie question là-dessus. Sur le photovoltaïque, l'agrovoltaïsme dans les parcelles cultivées,
Moi, je suis entièrement opposé à ça et je voudrais bien connaître la position, même si je la sais un peu déjà. La position, elle est celle du décret qui existe, qui est paru désormais. Donc nous, on n'a pas mis de zone d'agrivoltaïsme identifiée sur le SDE. Sur le territoire. Pour autant, vous connaissez l'arrêté aussi bien que moi désormais, qui mentionne un certain nombre d'éléments qui sans doute bornent assez bien maintenant les projets qui pourraient exister sur notre territoire. À ce jour, on n'a que quelques dossiers, mais on n'a pas une volonté. Alors nous, et je parle au sein de la communauté de communes, on n'a pas une volonté d'aller à l'encontre, bien sûr, de cet arrêté-là. Notre volonté, c'est bien d'accompagner, et on le voit déjà qu'avec le potentiel qui existe, on est dans les objectifs du PCAET. Donc c'est plutôt d'encourager ce qui est déjà entendable, facile et déjà parti. Après, s'il y a des projets qui rentrent dans le cadre de ce décret-là, en termes d'agrivoltaïsme, eh bien, on travaillera au cas par cas. Mais on sait que c'est un sujet qui est aujourd'hui difficile. La position, tu l'as toujours connue, enfin moi j'ai toujours été très clair sur la position. Il faut être extrêmement prudent sur tout ce qui est surface agricole, on en a besoin au quotidien. J'ai sollicité aussi une lecture partagée de cet arrêté, qu'on soit sûr de bien entendre les choses tous ensemble et qu'on soit sur la même ligne. Par exemple, quand on dit que l'agrivoltaïsme ne devra pas impacter de plus de 10% la production d'énergie, la production agricole sous ces panneaux, quelle est la comparaison qu'on peut avoir sur certaines productions? Ça veut dire qu'il faudrait avoir une parcelle témoin juste à côté pour pouvoir effectivement être en mesure de dire si effectivement il y a un impact conséquent ou plus conséquent que ces fameux 10%. Et ça ne va pas être toujours très simple de le faire. Tout à fait. Ça reste de toute façon dans le décret une activité annexe. D'autres remarques ou questions? Je vous propose de soumettre à vos voix d'approuver donc le schéma directeur des énergies tel qu'il vous a été proposé et donc de le mettre en œuvre, d'approuver la déclinaison dès 2024 des leviers d'action opérationnels du SDE, de proposer de traduire ce document dans le PLUI qui est en cours d'élaboration et bien sûr d'autoriser la présidente à solliciter toutes les aides financières pour la mise en œuvre de ces SDE. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Je vous remercie, puis tu continues, David, du coup. Donc la loi relative à l'accélération des productions des énergies renouvelables, la fameuse loi APER, et le principe c'est de débattre sur les zones d'accélération des énergies renouvelables qui ont été identifiées par les communes. Vous savez qu'on était en cours d'élaboration de ce SDE que l'on vient de valider lorsque est sortie la loi relative à l'accélération de la production des énergies renouvelables, donc la loi APER, et qui demande à toutes les communes, à chaque commune, de définir pour chaque type d'énergie renouvelable les zones d'accélération, ces fameuses ZAENR, et qu'elles souhaitent voir, que ces communes souhaitent voir arrêter sur leur territoire, après concertation réalisée sur des modalités qui leur sont laissées libres. Et cette loi APER prévoit qu'à l'issue de ces concertations et de ces délibérations, il y ait un débat qui soit mené à l'échelle intercommunale sur la cohérence de ces zones qui sont identifiées avec le projet de territoire. Donc l'objectif de cette loi, elle est de pallier de pallier le retard qu'il peut y avoir en termes de production d'énergie renouvelable dans un contexte de crise énergétique et en favorisant le développement de projets d'énergie renouvelable situés à l'intérieur de ces fameuses zones d'accélération. Le principe, c'est de simplifier les démarches administratives et éventuellement d'accompagner les porteurs de projets au sein de ces zones-là par un avantage économique. Plusieurs points quand même, ça veut dire que les projets qui pourraient avoir lieu hors de ces zones d'accélération peuvent être mis en œuvre, donc ce n'est pas des zones d'exclusion, mais en tout cas,
les facteurs que je viens de citer en termes de facilitation de démarches administratives ne seraient plus d'actualité si le porteur de projet est hors de ces zones. Rappelez aussi que la cartographie qui est proposée est une cartographie qui est validée par un arrêté préfectoral et qui restera en vigueur pendant 5 ans. Et que, globalement, l'avantage est plutôt à l'initiative des porteurs de gros projets. C'est-à-dire que vous, nous, particuliers, pour mettre un photovoltaïque sur notre toiture, qu'on soit en zone d'accélération ou pas, vous voyez que ça ne va pas changer grand-chose. Donc, on est plutôt à l'écoute des gros projets tels que les méthanisations, tels que des projets de photovoltaïque au sol. Alors, au sol, pas en agrivoltaïsme, au sol, sur des zones polluées, sur des friches, sur des... Voilà. Mais éventuellement de l'éolien, mais autrement pas sur des petits porteurs de projets. Et donc, il n'est pas non plus nécessaire d'attendre la modification des documents d'urbanisme pour en bénéficier. Donc, voilà, on va pouvoir rapidement travailler et porter à connaissance ces zones d'accélération telles qu'on vous les propose. Alors, juste un rappel sur comment on a conduit cette concertation complexe, d'une part, et conduite sur un temps relativement court. Donc l'identification de ces zones d'accélération s'est déroulée d'une part avec une première proposition de la part des services de la Comcom auprès de vous, auprès des communes. Et puis il y a eu ensuite, lors du deuxième semestre, une deuxième phase en tout cas d'aller-retour entre les propositions et celles qui avaient été retenues par vous, les communes, pour identifier et accompagner les communes sur finalement quels sont les enjeux à porter, à identifier ces zones-là, et puis aussi vous accompagner sur peut-être les modalités de consultation du public. Donc il y a eu ce jeu-là d'échange entre les services de la Comcom et vous. Entre-temps, il y a eu aussi une réunion, une conférence des maires sur cette thématique-là. Et puis, on est entré dans les périodes de consultation que chaque commune a organisées pour, en fait, arrêter ces zones qui ensuite ont été compilés au sein de la Comcom pour vous proposer une annexe que vous retrouverez en page 119 de tête, je crois. Vous retrouvez la cartographie de cette compilation. Et à ce jour, alors, toutes les communes ont lancé la première délibération, toutes les communes ont consulté, sauf 2, me semble-t-il, et certaines ont déjà fini le processus. Il doit y avoir à peu près 35 communes sur les 43 à peu près, hein, parce que les choses évoluent au cours des journées, mais au cours des semaines en tout cas. Et donc globalement, toutes les communes ont le dispositif en tête et la finalisation qui va arriver dans les prochaines semaines. Voilà, et les délibérations que l'on prend ce soir visent à évaluer s'il y a une cohérence entre ces fameuses zones d'accélération et le projet de territoire, mais aussi tous les autres documents. Alors, la cohérence avec le projet de territoire, elle est assez simple, puisque le projet de territoire Sud-Vendée Littoral, il identifie le souhait d'élaborer et de mettre en œuvre des documents stratégiques et de planification pour réussir la transition écologique et climatique. Et le PCAET, lui, traduit sur son action 5 notamment la réalisation d'un schéma des énergies renouvelables avec une planification derrière du mixte énergétique. Donc globalement, sur cette première cohérence entre le projet de territoire et le PCAET, il n'y a pas trop de problématiques. Pas de problématique non plus sur l'élaboration du schéma de SDE qu'on vient de valider, où ces zones d'accélération ont été proposées aux communes et sont ciblées au sein de ce schéma. Alors vous avez ensuite un tableau sur les ZAER et la cohérence avec le PCET. On voit que le photovoltaïsme, alors je regarde juste la dernière colonne sur le nombre de communes qui ont pris dans leur zone d'accélération par exemple, photovoltaïque au sol. Il y a 13 communes qui s'engagent à définir des zones d'accélération en lien avec du photovoltaïque au sol. Je rappelle qu'on est bien sur des anciennes décharges, sur des sites pollués, etc. On n'est pas du tout dans le cadre de l'agrovoltaïsme. Mais en tout cas, il y a des sites qui ont été identifiés par les communes comme potentiellement support de photovoltaïque au sol. Ensuite, il y a des ombrières, donc parking privé, collectif éventuellement. Pour 27 communes,
Sur toiture, globalement, les 43 communes ont acté du photovoltaïque sur toiture. Ça pose pas de souci particulier. Du flottant, 4. Notamment, c'est sur des réserves de substitution pour faire des essais d'innovation, pour voir si justement on peut faire du photovoltaïque sur du flottant. Alors, en tout cas, on va regarder ici d'un peu plus près. Et puis, l'agrovoltaïsme, on en parlait, donc il n'y en a pas. Et la méthanisation, l'éolien, vous en avez 2, ce sont des coûts partis. Et puis la méthanisation, il y en a 8. Alors, juste un petit éclairage sur la méthanisation. Le principe qui a été identifié dans le SDE, c'est de se dire, on identifie une patate de commune, excusez-moi de l'expression, mais où potentiellement il y a des projets agricoles, il y a des exploitations agricoles qui pourraient se mutualiser à projet et aller vers de la méthanisation. Dans notre SDE, dans notre schéma, on envisage de créer sur le territoire, si on veut atteindre les objectifs, et avec le mix énergétique tel qu'on l'a proposé, 2 petites unités de méthanisation portées par collectif d'exploitants agricoles, bien sûr. Donc voilà, on ne veut pas... Alors, il nous restera à définir qu'est-ce qu'on entend par petite unité de méthanisation, c'est-à-dire quelle est la volumétrie de flux entrant, quelle est la production énergétique que l'on veut à l'issue de cela. Alors, la production énergétique, on le sait, dans le cadre du PCAET, donc on sait vers où on veut tendre. Mais voilà, donc on a identifié 2 pôles où on pourrait poser de la méthanisation. Et au sein de ces 2 pôles, eh bien, il y a 8 communes qui ont délibéré plutôt avec un avis favorable pour étudier potentiellement la mise en place d'une unité de méthanisation sur leur territoire. Rappelez aussi que les projets de photovoltaïque identifiés, que ce soit les ombrières ou du photovoltaïque au sol, sont étudiés par la société de projet Sud Vendée Littoral Énergie. Vous avez tous été démarchés, je ne sais pas, mais en tout cas contactés par Samuel Le Goff pour voir si vous aviez le souhait de proposer des bâtiments, des espaces communaux pour projeter des productions d'énergie renouvelable, et derrière, vous savez qu'il y a la société de projet, être en mesure d'identifier, alors on ne pourra pas porter tous les projets parce que vous êtes nombreux, vous êtes portés candidats à avoir des ombrières ou à avoir des photovoltaïques, donc on est en train de critérier, on va dire, les projets pour essayer de travailler par vague. Donc on verra notamment, on va en parler ce soir puisqu'il y a une première vague qui va être proposés. Donc voilà, on est toujours à porter ces projets communaux, les identifier et vous accompagner grâce à la société de projet. Et puis dernier point sur le tableau qui vous est proposé, vous voyez que quand on essaye de faire la corrélation entre ces fameuses zones d'accélération en termes de production et puis les objectifs du PCAET, rapidement vous voyez qu'on est quasiment à l'identique, donc c'est qu'on a plutôt bien travaillé avec 313 gigawattheures dans les zones d'accélération et on avait projeté sur le PCAET 308 en termes de potentiel. Donc on est parfaitement en cohérence entre ces 2 éléments-là. Et donc, ce qui vous est proposé ce soir, c'est de débattre de cette proposition, de savoir si vous trouvez qu'il est opportun de proposer ces zones-là, si vous trouvez qu'elles sont en cohérence avec les objectifs prévus en 2030, que ce soit dans les SDE ou que ce soit dans le plan climat, air, énergie. Et vous voyez que, en termes de consommation électrique, si on fait les ZAER tels qu'on les a projetés, on couvrirait les besoins énergétiques de 63 000 habitants. Avec, je le rappelle, la diminution des consommations énergétiques pour une population projetée sur notre territoire à l'horizon 2050 de 60 000 habitants. Donc on arriverait à cette fameuse autonomie qu'on a affichée dans le plan climat, air, énergie. Voilà, est-ce qu'il y a des questions et des remarques par rapport à cette présentation ? Non ? Donc je vous propose de constater que les zones d'accélération des énergies renouvelables proposées par les communes de la communauté de communes sont cohérentes avec le projet de territoire et son PCAET, que les ZAENR proposées visant à atteindre le mix énergétique 2030 sont inscrites dans le schéma SDE de Sud Vendée Littoral et que le calcul de production permet de vérifier que les objectifs semblent a priori atteignables. Alors on est sur des projections, des calculs de projection, mais a priori on doit pouvoir, avec le potentiel et la feuille de route, atteindre ces productions-là.
Donc, je vous propose de prendre acte de la tenue de ce débat, d'autoriser Madame la Présidente à accomplir toute formalité relative à cette procédure d'identification des zones d'accélération des énergies renouvelables. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Une abstention. Je vous remercie. Merci beaucoup pour tous ces éléments, David. C'est vrai que ça a été un long travail de proximité avec les communes. C'était important de travailler vraiment pour bien comprendre, pour que nos conseillers aussi comprennent bien cette dimension et soient parfois rassurés aussi sur certaines questions qu'ils ont pu nous poser. On poursuit, et c'est toujours toi, David, qui poursuit avec la demande de subvention au CIDEF dans le cadre du volet environnement, notamment pour les IMS, donc les interventions en milieu scolaire. Vous savez que dans le cadre plan climat-énergie toujours, on a inclus un volet environnement au sein de ces interventions en milieu scolaire, des IMS. Et l'objectif, c'est en tout cas d'encourager ces interventions en milieu scolaire. Eh bien, le CIDEF accompagne la thématique environnementale par une aide financière pour 50% de prise en charge avec un plafond de 3 000 €. Alors, on avait déjà proposé un certain nombre de programmes. Je voulais juste les rappeler. Le programme WATI qui avait été animé par l'association Élise. On a aussi eu le parcours sur les chemins de l'école qui avait été proposé par le CAUE. Et pour cette rentrée 2024-2025, il vous est proposé de ces thématiques autour des 3 lots. Alors, le premier lot, je ne vais pas en parler, enfin, on peut en parler, hein, c'est un projet autour de la sensibilisation des élèves à la réduction des déchets, mais en fait, qui n'est pas dans le cadre de la subvention du CIDEF, mais sachez qu'il y a une thématique autour de cela qui est proposée dans le cadre des interventions en milieu scolaire. Et les deux autres qui sont potentiellement accompagnés financièrement par le CIDEF, c'est un programme de sensibilisation sur l'impact de l'homme sur l'environnement et un programme de sensibilisation des élèves sur la biodiversité, alors ordinaire et extraordinaire. Et donc, on a sollicité un certain nombre de partenaires pour animer ces programmes-là, et on a retenu cette année la CICADEL, que vous connaissez peut-être, et qui s'est vu attribuer les 2 lots, donc le programme 2 et le programme 3. Et ensuite, vous avez le plan de financement, donc avec le calcul global et la prise en charge de 50% par le CIDEF. Et donc, ce qui vous est proposé, c'est d'aller solliciter le CIDEF pour ces 3 000 €. Donc je sais qu'il y a eu aussi beaucoup de sollicitations des écoles sur ce programme-là. Ça fonctionne toujours très bien. Voilà, donc on essaye aussi de tourner parfois d'année en année pour que tout le monde puisse en bénéficier sur le territoire. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Non, je vous soumets donc cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et tu poursuis. Et je poursuis. Alors, candidature de reconnaissance de niveau 2, ça s'arrêtait là, mais c'est pour le plan alimentaire territorial. Donc, juste pour rappeler que la planification écologique et le fonds en faveur de la souveraineté et des transitions, qui est conduit par le ministère de l'Agriculture, vise à accompagner le déploiement des programmes alimentaires territoriaux à hauteur de 20 millions € pour fédérer les différents acteurs sur cette thématique de l'alimentation. Alors pour rappel, notre PAT Sud-Vendée Littoral a été accompagné par la DRAF à hauteur de 70%, notamment dans le cadre du soutien à l'émergence, c'est-à-dire qu'on était de niveau 1, donc on a validé notre plan alimentaire territorial lors d'un appel à candidature 2022. Désormais, il y a la possibilité d'aller au-delà et de rendre opérationnel notre plan alimentaire, c'est-à-dire qu'on s'est arrêté avec les orientations, on s'est orienté avec le plan d'action, et donc maintenant, ce qui vous est demandé, c'est de solliciter une nouvelle aide, un nouvel accompagnement, toujours sur ce même fonds, par la DRAF, pour être reconnu de niveau 2, et donc pouvoir mettre en face nos ambitions, eh bien, des plans d'action opérationnels et une gouvernance qui permettent justement d'obtenir et d'atteindre les objectifs tels qu'on les a proposés dans le PAT. Alors juste pour rappel, ce PAT qu'on a validé, 5 ambitions, 13 actions, vous les avez, les 5 ambitions. Et donc ce qui vous est proposé
ce soir, c'est de candidater avec ce nouvel appel à projet pour une reconnaissance de niveau 2. Alors, on a projeté cette opérationnalisation de notre PAT sur une enveloppe de 198 179 €. Et donc, il y aurait une prise en charge à hauteur de 70% du total de ces dépenses pour nous assurer, comme je l'ai dit, une opérationnalisation de notre plan alimentaire territorial. Y a-t-il des questions, des remarques? Donc, je vous propose d'autoriser le dépôt de dossier de reconnaissance de niveau 2 de notre PAT auprès de la DRAF et donc de solliciter les aides financières en lien avec le montant qui vous est indiqué et d'autoriser la présidente à signer tous les documents nécessaires à sa bonne exécution. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc j'en ai terminé sur les délibérations en lien avec le PAT. Comme l'a souligné la présidente, je voulais aussi vous remercier pour votre confiance, remercier les services qui ont beaucoup travaillé sur ces thématiques-là. Et puis vous dire aussi que le service environnement va s'étoffer d'un nouveau collaborateur puisqu'on va recruter notamment sur l'économie circulaire, donc une nouvelle compétence qui va intégrer le service et sur lequel on va pouvoir aussi travailler désormais. Voilà, merci. Et puis aussi dire que cette semaine, on a quand même signé... on a quand même signé avec l'ADEME un beau partenariat qui est un soutien donc sous forme d'un contrat d'objectif territorial, c'est-à-dire qu'on devient un territoire engagé pour la transition écologique. Donc voilà une belle signature qui va évidemment nous amener des financements, mais surtout au-delà de ça, ça va vous permettre de travailler sur cette transition écologique. Alors c'est un contrat qui est sur 4 ans. Enfin, David, tu me reprends. La première année plutôt dédiée à les études. On va compiler, alors on ne repart pas à zéro, on ne renverse pas le bureau, on ne recommence pas tout ce qu'on a fait, mais plutôt une année d'études pour ensuite, après, s'engager sur de l'opérationnel, des actions opérationnelles au profit de notre territoire. Le soutien de l'ADEME est très très important. Alors au bout de l'année d'études, on verra à ce moment-là. En fait, on a une année, puis on se dit, on poursuit, on ne poursuit pas, on fait de l'opérationnel, comment est-ce qu'on s'organise? Donc voilà, très très beau contrat que nous avons signé avant-hier, je crois, de mémoire. Voilà, c'était important de vous le dire. On continue ce gros travail en faveur des changements climatiques, de la transition écologique. Voilà, domaine sur lequel on est toujours extrêmement attentif. En effet, tu as raison, David, de féliciter les services qui ont fait aussi un très très gros travail à ce stade-là. On change de sujet et on va sur les politiques contractuelles. Alors comme c'est un volet finance, mais sur le premier dossier, c'est moi qui vais vous le présenter puisque ça concerne la commune d'Esmanil-Régnier qui nous sollicite pour son fonds de soutien intercommunal avec un projet qui concerne la rue principale du bourg de Beugnet-l'Abbé. C'est un projet de renaturation. Donc ce projet vise à revitaliser le bourg enclenché déjà depuis quelques années. En fait, c'est la fin quasiment. Non, il t'en reste encore? Non? Il en reste beaucoup. Bon, il en reste beaucoup. OK. Donc du coup, la commune sollicite donc le montant de 28 077 €. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Auquel cas, je vous propose donc d'attribuer à la commune d'Esmanil-Régnier le fonds de soutien d'un montant de 28 117 € et de m'autoriser à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie et cette fois, je passe la parole à Nicolas. Merci Présidente, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc on est toujours sur des fonds de soutien pour les projets communaux. Le premier concerne la commune de Château-Guibert, qui souhaite, comment dirais-je, réaliser des travaux d'extension et de réaménagement du foyer des jeunes, construire un sanitaire et des bureaux de 10 mètres carrés. On est sur une enveloppe prévisionnelle de travaux de 113 146,34 €. Et donc le montant du fonds de concours s'établirait à 28 420 €, ce qui représente 25% du montant du projet. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent? Merci pour la commune de Château-Guibert. Et donc l'autre délibération concerne celle de Nallier, toujours sur le fonds de soutien. Donc là, on est sur un projet d'aménagement d'un carrefour, rue Brantôme, rue des Huttes, et la RD 10. L'idée, c'est d'aménager, de faire des aménagements de sécurité aux entrées de bourg afin de réduire la vitesse sur ces voies-là. Le montant des travaux s'élèverait à 122 302 € et le montant sollicité est de 35 113 €. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que des gens sont contre? Merci pour la commune de Nallier.
On passe ensuite, comment dirais-je, à une régularisation qui concerne donc la compétence GEMAPI. Vous le savez, depuis le 1er janvier 2018, on est compétent en matière de GEMAPI. Cette compétence, nous l'avons transférée à 2 syndicats mixtes. Là, ça concerne donc surtout le syndicat mixte du Marais Poitevin, puisque à l'époque, on avait ce qu'on appelait le syndicat mixte de la digue du Génie, pour lesquels on a eu des travaux réalisés. Quand on a transféré les ouvrages au syndicat, on n'a pas transmis les subventions, tout simplement parce que nous ne les amortissons pas. En revanche, le syndicat, lui, les amortit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau budgétaire, le syndicat se retrouve avec un déséquilibre. Alors, on est sur des écritures comptables, je vous rassure, il n'y a pas de déséquilibre structurel financier, mais simplement, il faut régulariser. Donc, c'est le trésorier, M. Despèches, qui va se charger de tout ça. Donc, l'idée, c'est de transférer ces subventions. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez les montants, il y en a pour un peu plus de 2 millions, quasiment 300 000. Des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent? Je vous remercie. Délibération 9, elle concerne donc le financement de projet d'ombrière. On est sur non pas une vague, mais une grappe. Même si on est, à raison, on est près de la mer, mais on appelle ça des grappes. Donc on a, pour les projets concernés, le CTI, deux projets sur le CTI d'ombrière, Moreille et l'Aiguillon, la Presqu'île, pour cette première grappe. Donc on a un besoin de financement à hauteur de 873 532 €. On a sollicité la Banque Postale qui s'est positionnée à 3,85 sur 18 ans. Et comme vous le savez, on a 30% au sein de la Vendée Énergie Littoral. Vendée Littoral Énergie, merci Brigitte. Et donc du coup, c'est de garantir l'emprunt à hauteur de nos participations, donc 30%, ce qui représenterait 262 059,60 €, si vous en êtes d'accord. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Des gens sont contre? S'abstiennent? Merci. La délibération suivante, c'est sur l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. C'est une délibération qu'on prend tous les ans. L'idée, en fait, là, c'est, comment dirais-je, d'exonérer certains professionnels, notamment parce qu'ils traitent eux-mêmes. Oui, pardon. Oui. Tu participes pas? Tu t'en vas? Tu veux t'en aller? Oui. Ouais. Il y en a d'autres qui sont concernés à titre professionnel par l'exonération? Ouais, c'est mieux. Donc du coup, on est concernant l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. On est donc sur les professionnels qui traitent eux-mêmes leurs déchets ou qui passent par des prestataires, souvent, c'est bien le cas, ou ceux qui, par exemple, sont soumis à la redevance spéciale, donc aussi. Donc vous avez le listing, vous aviez en annexe l'ensemble des structures concernées. Et on est d'accord que là, on exonère pour l'année 2025, pour l'année prochaine. Des questions? Ou est-ce qu'il y avait peut-être des remarques sur le listing qui vous avait été adressé en annexe? Pas de questions. Donc, ce que je vous propose, c'est d'exonérer les locaux qu'on a indiqués en annexe. Si vous en êtes d'accord, des gens sont contre? S'abstiennent? Merci beaucoup. Pas le laisser dehors. Alors la délibération suivante concerne la maison de santé de Luçon. Vous le savez, donc depuis février, on a dans notre compétence communautaire tout ce qui est construction, acquisition immobilière pour répondre aux besoins médicaux ou paramédicaux sur la communauté de communes. Nous avons donc depuis le 1er septembre récupéré la maison pluridisciplinaire de Luçon, qui elle est assujettie à la TVA. Du coup, ce qu'il nous faut, c'est de poursuivre cet assujettissement à la TVA. Et donc, on va créer ce qu'on appelle un code service, ce qui ne fait pas forcément l'affaire des services, justement, parce que c'est du boulot. Mais du coup, on n'a pas le choix. Et donc, du coup, il faut assujettir l'activité de la maison de santé à la TVA et identifier, effectivement, au sein du budget principal, ce fameux code service. Si vous en êtes d'accord, mais là, très clairement, je n'ai pas d'alternative à vous proposer. Donc, voilà. Maintenant, si vous avez des questions, je peux y répondre. Pas de questions? Des gens sont contre? S'abstiennent? Merci et bon courage au service. La délibération suivante concerne donc une décision modificative, la deuxième pour le budget annexe atelier relais, pépinière d'entreprise. Donc, ce qui est tout simplement proposé, c'est d'ajuster des crédits, puisqu'on a eu en fait des annulations sur les titres par rapport aux exercices antérieurs. En fait, c'est tout simplement des paiements qui ne se feront pas, puisque soit les locataires sont partis, soit il y a eu un défaut de paiement de leur part. Donc là, on vous demande
Simplement, on va réduire le compte 65 888 de 4 000 €, et donc on provisionnera 4 000 € sur les titres annulés sur les exercices antérieurs. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Pas de questions? Les gens sont contre? S'abstiennent? Je vous remercie. La délibération suivante, la 13, elle concerne le SPIC assainissement. C'est la première décision modificative. Elle est exactement dans le même esprit que celle qu'on vient de prendre. On a besoin d'ajuster des crédits puisqu'on a des annulations sur les titres des exercices antérieurs. Et là, on est sur 1 600 € qu'on viendrait déduire des dépenses imprévues et qu'on provisionnerait ensuite sur le 673. Des questions? Pas de questions? Des gens sont contre? S'abstiennent? Je vous remercie. Sur le budget principal, la seconde décision modificative, alors elle concerne là principalement, et on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, c'est lié à la tarification incitative. Donc l'idée, ce que je vous proposais tout à l'heure, c'est non pas de modifier l'autorisation de programme, on va rester sur les montants, c'est simplement les crédits de paiement, c'est d'augmenter les crédits de paiement puisque finalement les travaux avancent rapidement, un peu plus rapidement que ce qu'on avait imaginé au moment de la construction du budget, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Là, on est principalement sur tout ce qui est pave, en fait, sur le littoral et également sur la ville de Luçon. Donc, ce qu'on souhaite, c'est ajouter 240 000 € pour ce faire. On ajusterait du coup avec 240 000 sur les produits de cession. Et puis ensuite, on a une opération qui n'était pas fléchée à hauteur de 80 100 € qu'on souhaite flécher sur l'opération 25. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Des gens sont contre ou s'abstiennent? Parfait, merci beaucoup. Donc du coup, c'est la suite, finalement, si je ne dis pas de bêtises, la délibération suivante concerne donc la modification des crédits de paiement, puisque comme je viens de vous le dire, on avance un peu plus vite que prévu sur la redevance incitative. Donc vous voyez que finalement, les crédits, l'autorisation de programme, elle ne change pas, on est bien à 3 504 147 €, simplement on souhaite inscrire davantage de crédits sur l'exercice 2024. Donc on rajouterait 240 000, ce qui porterait les dépenses pour la redevance incitative à 2 538 214 € pour cette année. Il resterait ensuite 2 exercices budgétaires sur lesquels on aurait pour 2025 un peu plus de 850 000 € et pour 2026 un petit peu plus de 100 000 €. Donc voilà, on fait simplement glisser les crédits pour aller un peu plus vite. Des questions? Pas de questions? Des gens sont contre? S'abstiennent? Merci beaucoup. On parle ensuite des tarifs des accueils de loisirs sans hébergement. Vous le savez, on a décidé depuis 2 ans maintenant d'harmoniser les tarifs des ALSH. Donc on poursuit cette harmonisation. Vous avez les tarifs. On est sur un tarif à l'année scolaire, donc 2024-2025. C'est conforme à ce qu'on avait imaginé au moment de l'harmonisation il y a maintenant 2 ans. Des questions par rapport à cette harmonisation ou ces tarifs? Pas de questions? Des gens sont contre? S'abstiennent? Je vous remercie. On est ensuite sur les tarifs du service commun, la cuisine centrale. Donc les élus se sont rencontrés. On a constaté une augmentation du prix de revient des repas lié à la hausse de l'électricité notamment et des matières premières, et puis également lié à la loi Egalim, qui, vous le savez, nous oblige à fabriquer des repas avec 50% de produits sous appellation de qualité, durable, labellisés. Ce qui fait que les élus, en commission, ont souhaité qu'à compter du 1er janvier 2025, le prix des repas soit à 3,80 € donc pour les enfants dits réguliers, 4 € pour les enfants occasionnels et enfin 5,80 € pour les repas adultes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été vu en commission? Pas de questions? Des gens sont contre? S'abstiennent? Merci beaucoup. La délibération 18, elle concerne donc la facturation. Il faut nous passer une convention donc, pour la facturation et le recouvrement de la redevance assainissement collectif sur le Vendée Eau Pôle, puisque, vous le savez, Vendée Eau a repris la main en direct. On était auparavant avec un délégataire qui s'appelait SOR. Donc l'idée, c'est que, ce qui est le cas sur notre territoire, ce qui est vrai pour les particuliers est aussi vrai pour les collectivités ou toutes les structures sur le périmètre décidé par Vendée Eau. Et donc, en l'espèce, qu'il faut, c'est signer une convention avec Vendée Eau, convention qui va durer 5 ans. Vous aviez la convention en annexe. C'est simplement, on va dire, une régulation du fait que Vendée Eau prenne la main en direct. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Pas de questions? Des gens sont contre? S'abstiennent? Je vous remercie. Merci Nicolas. On poursuit, avant que tu reprennes la main d'ailleurs, on poursuit avec Pierre sur la commande publique. Voilà. Merci. Donc,
Voilà, pour moi, il s'agit d'un avenant pour tout le marché de systèmes de contrôle, d'accès et de gestion des apports en déchetterie. Et en fait, nous nous rendons compte que le besoin en cartes est plus important qu'on ne l'avait pensé, à la fois pour des communes, des associations éventuellement, des entreprises, des pertes de cartes aussi, il y a eu, voilà, et également, bien sûr, un stock de renouvellement, tant qu'à en racheter, voilà. Et donc, tout ça augmente un peu le budget, donc j'y vais, oui, de 8 879,40 € sur la base d'un marché initial de 255 040, voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Oui, vas-y, François. Oui, François. Oui, elle sera facturée. Si tu perds ta carte, oui, elle est facturée. Oui. Non, mais c'est trop facile, tu as raison. Puis, alors, ça peut être égaré, ça peut être des locataires qui partent avec. Donc, du coup, en effet, quand une carte est égarée, etc., et redemandée, elle est facturée. On avait validé les tarifs il y a déjà quelques mois. On y fait attention. Mais ça peut être aussi des locataires qui, malencontreusement, l'ont dans leur portefeuille, partent avec, etc. On a quand même plusieurs cas de figure, mais on voit bien que c'est quand même... on a tous, quand on a regardé la délibération, 7000 cartes, c'est pas anodin, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, qui est contre ce projet? Qui s'abstient? Merci pour ce vote. Je passe la parole. Vas-y, Nicolas, je te repasse la parole. Alors, le point 20 concerne la souscription du contrat d'assurance. On est sur le lot 2. C'est simplement une régularisation administrative, puisqu'en fait, la société PNAS nous informe qu'il y a une évolution, notamment en matière de ciré. Il y a un changement de ciré, changement de domiciliation et changement de RIB. Du coup, il faut modifier par avenant ces quelques caractéristiques. C'est ce qu'on vous propose dans cette délibération, avec la nouvelle adresse, le nouveau ciré, et puis, bien sûr, les sommes dues dans le cadre du présent marché, bien sûr, qui seront versées sur le bon RIB, avec le bon compte. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Pas de questions, des gens sont contre? S'abstiennent, merci. Et puis le point 21, ça concerne là encore nos contrats d'assurance. L'entreprise Pio, qui avait décroché le lot 3, qui concerne donc les assurances de véhicules à moteur et risques, nous a annoncé qu'il souhaitait rompre le contrat à compter du 31 décembre de cette année. Alors, ce n'est pas lié à une sinistralité, parce qu'on n'est pas depuis 2 ans sur une sinistralité qui augmente. C'est simplement que d'un point de vue stratégique, ils réorientent en fait leur activité non plus sur ce type de prestations. À titre d'information, parce que je pense que c'était important de vous donner ces éléments-là, on possède aujourd'hui 42 véhicules de tourisme en termes de flotte, donc il y a 25 utilitaires, il y a 28 engins tracteurs et remorques de moins de 3,5 tonnes, 14 véhicules de plus de 3,5 tonnes, et on a 2 vélos aussi à assistance électrique, donc c'est tout ça qui est assuré, qui est assuré jusqu'au 31/12 par Pio. Et donc l'idée, c'est de prendre acte effectivement de leur demande de résiliation, et puis surtout d'autoriser à relancer un marché à compter du 1er janvier, marché qui porterait sur 3 années, pour qu'on puisse assurer nos véhicules tout simplement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Pas de questions, des gens sont contre? Merci. Je poursuis avec un petit point au niveau de la construction du siège de la communauté de communes qui concerne la rémunération des membres qualifiés du jury de concours de maîtrise d'œuvre et puis du commissaire de justice. Vous le savez, la commission s'est réunie et les membres de la CAO sont membres automatiquement, mais pour respecter les règles du jury de concours, il faut aussi qu'il y ait des personnes qualifiées à raison d'un tiers des membres du jury qui ont du coup, comme nous, une voix délibérative. Et ces personnes-là doivent être de qualification équivalente aux candidats qui présentent le dossier. Et en plus, il faut aussi un commissaire de justice qui est donc obligatoire afin de garantir l'anonymat des candidats admis à concourir à l'offre. Ces intervenants extérieurs, évidemment, ils sont soumis à une rémunération pour leur présence et les prestations qui sont effectuées tout au long de la procédure. Alors là, il y a des barèmes, la rémunération, elle est
Elle est composée d'une indemnité journalière à laquelle s'ajoutent les frais de déplacement. Donc, il vous est proposé d'approuver la rémunération des membres qualifiés du jury et du commissaire de justice dans le cadre de la procédure de concours de maîtrise d'œuvre telle qu'énoncée ci-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. On poursuit. Alors, je vais poursuivre avec l'économie, puisque Bruno Fabre ayant pris de la hauteur. Alors, la première subvention, c'est l'annulation d'une subvention d'aide à l'immobilier d'entreprise pour le moulin de Puy-Rouzot. C'était un projet. Sur cette micro-entreprise, il y avait une location de 2 chambres d'hôtes et d'un gîte de groupe. L'entreprise avait plutôt un projet de s'agrandir et créer une salle de réception événementielle en rénovant une vieille grange, enfin une grange, je ne sais pas si c'était vieille d'ailleurs. Et on leur avait alloué une subvention d'un montant de 14 700. En date du 29 mai 2024, l'entreprise nous a informé qu'elle renonçait à la mise en œuvre de son projet, donc évidemment à la subvention. Donc il vous est proposé d'annuler la subvention d'un montant de 14 700 € accordée à l'entreprise Moulin de Puy-Rouzot et puis de m'autoriser à signer les documents. Je mets aux voix. Est-il de voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Ensuite, on a une attribution d'une subvention d'aide à l'immobilier d'entreprise pour la SCI Le Colibert. En fait, l'exploitation, c'est Babin Menuiserie. Donc, menuisier, charpentier, micro-entreprise qui a évolué en SARL en 2022. Et du coup, il veut s'agrandir. Et il a décidé de faire l'acquisition d'un bâtiment qui lui permet d'aménager un espace de travail et un espace de stockage. Le budget est de 180 000 €, mais la dépense éligible est de 160 000 €. Il rentre complètement dans le dispositif d'aide numéro 2, donc peut prétendre à un plafond de subvention de 15 000 €. Y a-t-il des questions? Non, je mets aux voix. Des voix contre, des abstentions? Non, je vous remercie. Ensuite, on est sur une demande de subvention d'aide à l'immobilier d'entreprise pour la SARL Traîneau. Donc, c'est le même principe, puisque pour ceux qui connaissent, c'est sur le clos de la Coudray, sur la commune de Saint-Hermine, où là, il y a une réhabilitation d'un bâtiment de 240 mètres carrés en salle de réception, et puis un aménagement des espaces extérieurs pour les mariages. Le coût d'investissement est de 240 000 €, et la dépense éligible, 148 000 €. Pareil, le projet de l'entreprise correspond au dispositif d'aide numéro 2 de la communauté de communes. Il vous est donc proposé de lui allouer un montant de 15 000 €. Y a-t-il des questions? Non, je mets aux voix. Des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Ensuite, il s'agit d'une passation d'un avenant à la convention relative au Fonds territorial résilience. Ça, vous vous en rappelez, lors de la crise sanitaire, la région de la Pays de la Loire avait lancé un appel de fonds exceptionnel auprès des collectivités pour créer ce fonds territorial résilience. Alors, c'était sous forme d'avance remboursable. La communauté de communes avait inscrit un montant de 112 680 €. Alors après, il y avait des critères que je ne vais pas reprendre pour les entreprises qui souhaitaient en bénéficier. À la clôture du dispositif, au 30 septembre 2021, ce sont 28 entreprises qui avaient bénéficié de ce soutien pour une enveloppe totale en tout de 244 000 €, mais la part de la communauté de communes était de 61 000 €. Alors, et puis les fonds non utilisés avaient été restitués par la région fin 2021. Aujourd'hui, ce sont les premiers remboursements qui arrivent, des avances remboursables. La région a versé à Sud-Vendée Littoral 17 313,94 € en 2022 et nous demande un report, un léger report pour la suite, pour les modalités des derniers reversements, avec un report du deuxième remboursement des contributions arrêté des comptes reportés de 1 mois, soit en 31/12/2024, versement reporté de 3 mois, soit au 31 mars 2025, et un report du bilan et du reversement final, avec un bilan global reporté de 4 mois, soit au plus tard le 31 octobre 2025, et un reversement du solde reporté de 6 mois, soit le 31 décembre 2025. Il vous est donc proposé d'approuver la passation d'un avenant numéro 2 à la convention initiale passée par la communauté de communes avec la région des Pays de la Loire dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds territorial résilience, tel que vous l'avez au-dessus et en annexe, et puis de m'autoriser à signer tous les documents. Y a-t-il des questions?
Je mets aux voix. Est-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et je poursuis avec l'achat de terrain sur la zone économique des Noël au Manille-Régnier. Alors là, c'est pour... ah oui, c'est un petit poste de transformation qui s'est faufilé là sur une parcelle, transformateur électrique, voilà, qui s'est mis sur une parcelle que nous avons vendue. Et le propriétaire de la parcelle, évidemment, ne souhaite pas la présence du transformateur sur sa propriété. Il vous est donc proposé qu'on rachète l'emprise foncière de ce transformateur qui est d'environ 25 mètres carrés. Voilà, puis après, ça permet aussi d'élargir un petit peu pour pouvoir mettre le grillage. Donc, au vu de régulariser la situation, il vous est proposé d'acquérir auprès de la SCI Marteau une emprise foncière d'environ 25 mètres carrés à détacher de la parcelle ZM 121, et ce au prix de 15 € le mètre carré, TVA sur le prix total en plus, étant précisé que les frais de division parcellaire et les frais notariés seront à la charge de la collectivité, de prendre à sa charge le déplacement au niveau du transformateur de la clôture mise en place par M. Marteau, soit environ 15 mètres linéaires de clôture à déplacer derrière le transformateur, de m'autoriser à signer l'acte notarié ou éventuellement de me faire représenter. Y a-t-il des questions? Non, je me vois des voix contre, des abstentions. Je vous remercie. Le sujet suivant, on est sur le versement, une proposition de versement d'une indemnité pour perte de récolte. En fait, ce sont des parcelles d'un agriculteur qui ont été impactées par des fouilles en vue de l'implantation d'une entreprise sur le Vendéopole, des fouilles préventives, fouilles archéologiques, et du coup, les parcelles ont été impactées sur une superficie d'1,5 hectare par ces fouilles. Et donc, il vous est proposé un montant de 1 185,78 € pour indemniser l'exploitant qui, évidemment, a eu une perte de récolte. Donc, il vous est proposé d'approuver les modalités de calcul et le versement d'une indemnité pour perte de récolte d'un montant de 1 185,78 € à la SCEA Eau Dorée, de m'autoriser à signer les documents. Donc, vous aviez le détail, hein, vous aviez le détail du calcul du prix. Y a-t-il des questions? Non? Je me vois des voix contre, des abstentions. Je vous remercie. Là, on a un échange foncier. C'est vraiment une régularisation, puisque quand on a construit l'accueil de loisirs de Sainte-Gemme, on est un peu chez les voisins. Enfin, voilà, on a un peu... Voilà, c'est... Pour mutualiser les équipements, on a construit, mais en fait, il y a une partie du terrain qui appartient encore à la commune de Sainte-Gemme-la-Plaine. Donc, c'est vraiment histoire de régulariser nos emprises foncières à chacun. Et du coup, c'est vraiment un échange. Donc, il vous est, si vous voulez bien, je vais aller directement à la fin, parce qu'il n'y a rien de vraiment très, très compliqué. Au vu des régularisations du foncier tel que détaillé ici avant, il proposait au Conseil communautaire d'approuver l'échange de terrain à l'euro symbolique avec dispense de paiement, sans soult et sans déclassement préalable, le échange étant conditionné par un motif d'intérêt général, tel que détaillé ici après, l'acquisition à l'euro symbolique avec dispense de paiement par la communauté de communes d'une emprise foncière d'environ 3000 m² à détacher de la parcelle cadastrée AE 496, la cession à l'euro symbolique avec dispense de paiement au profit de la commune de Sainte-Gemme-la-Plaine d'une emprise foncière d'environ 700 m² à détacher de la parcelle AE 497, étant donné qu'une division parcellaire déterminera précisément les superficies présentement échangées et que les frais de ladite division ainsi que les frais notariés seront à la charge de la communauté de communes suivant littoral, de m'autoriser à signer l'acte authentique ou de me faire représenter. Pas de questions, c'est vraiment tout. Voilà, c'est vraiment une régularisation. Donc je mets aux voix tout de suite. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie. Alors, sur la délib suivante, qui concerne l'acquisition d'un terrain en zone d'activité économique, les NOU, il y a une petite erreur que je demanderais de rectifier sur la superficie, parce qu'on parlait sur le rapport, vous avez une superficie qui est de 291 m². En réalité, il s'agit de 336 m². Alors, en fait, c'est la CAVAC qui souhaite acheter. Alors, on a deux délibérations, évidemment, qui vont se suivre, puisque la CAVAC a fait l'acquisition d'une parcelle à côté
Et puis, elle souhaite créer un passage entre ces deux parcelles en faisant l'acquisition de ce petit bout, de ce petit morceau. En fait, la CAVAC veut acheter, sauf que comme c'est en zone économique, elle ne peut pas acheter directement. Il faut que ce soit nous qui achetions d'abord à la commune, et ensuite, on va pouvoir le revendre à la CAVAC, puisqu'on est en zone économique. En fait, il y a une partie qui n'est pas en zone économique, où là, la transaction peut se faire directement commune-CAVAC. À partir du moment où il y a un petit bout qui est en zone économique, ça ne peut pas se faire comme ça, donc ça passe par nous, on achète, et ensuite, on va revendre à la CAVAC, vous verrez sur la délibération suivante. Donc, il vous est proposé d'acquérir une emprise foncière d'environ 336 m² à détacher de la parcelle XR 211, donc au Nou Malatier à Saint-Hermine, et ce, auprès de la commune, au prix de 4,20 € le mètre carré, étant précisé qu'une division parcellaire prise en charge par la commune déterminera précisément la superficie objet de la présente acquisition, et que les frais notariés seront à la charge de la communauté commune et de m'autoriser, comme pour les autres, à signer ou à me faire représenter. Je mets aux voix et on passera à l'autre, qui fait la même chose, mais dans l'autre sens. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Merci. Et puis, le point 31, c'est en fait la cession de ce terrain en zone économique, les nous, au profit de la CAVAC. Donc, on est toujours sur une superficie de 336 m², alors que sur votre rapport, vous avez une superficie qui est de 291 m². Donc, il vous est proposé de céder à la CAVAC ou à toute société désignée par elle, si substituant, une emprise foncière d'environ 336 m² à détacher de la parcelle cadastrée XR 211 à Saint-Hermine, et ce, au prix de 5,30 € hors taxe le mètre carré, étant donné qu'une division parcellaire déterminera précisément la surface objet de la présente vente et les frais notariés qui seront à la charge de la CAVAC, et de m'autoriser à signer l'acte notarié ou de me faire représenter. Je mets aux voix. Est-il des voix contre? Des abstentions? Non. Très bien. Je vous remercie. Je poursuis. On est toujours sur des ventes de parcelles de terrain, mais là, c'est l'abrogation de la délibération du 4 juillet 2024 à la demande du bénéficiaire. Alors, attendez, il faut juste que je la relise, parce que du coup, je l'ai lu hier soir. C'est la même chose. C'est pareil, c'est pour une histoire de... c'est parce qu'on a... Voilà, pareil, c'est pour une histoire de superficie qu'il faut modifier à cause d'un poste de transformation de mémoire. Et donc, il faut retirer de la vente une emprise foncière d'environ 27 m², et puis, afin de permettre une meilleure gération des camions en entrée de zone, de porter à 30 m² l'emprise foncière correspondant au transformateur électrique. Et du coup, on passe sur une superficie qui est de 11 145 m², au lieu des 11 171 m², au profit de la société La Cessurerie Luçonnaise. Donc, la placette de retournement. Oui, ils avaient besoin de... Voilà, donc on a 30 m². Donc, il vous est proposé d'abroger partiellement la délibération du 4 juillet 2024, en ce que la superficie présentement cédée à la SCI Sébastopol ne correspond plus à celle délibérée dans la délibération du 4 juillet 2024, d'approuver la superficie d'environ 11 145 m² cédée à la SCI Sébastopol, de préciser que les autres modalités de la vente adoptées par la délibération du 4 juillet, notamment le prix de vente à 30 € hors taxe le mètre carré, restent inchangés et toujours applicables, de m'autoriser à signer le compromis de vente, l'acte authentique, tous les documents, ou de me faire représenter le cas échéant. Pas de questions? Je mets aux voix. Et des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Ensuite, on est sur une cession de l'ensemble immobilier constitué de la zone de loisirs du Marié à Belnou sur Château-Guibert au profit de la commune suite à la restitution de la compétence aménagement, entretien et gestion de la zone de loisirs du Marié à Belnou. Vous le savez, donc cette prise de compétence. Donc du coup, il est proposé de céder à l'euro symbolique sans déclassement préalable et avec dispense de paiement la zone de loisirs du Marié implantée sur les parcelles cadastrées section ZN
1 et 2, les champs de l'étournerie à Château-Guibert, est constitué, hormis des dites parcelles, de l'ensemble des biens et équipements implantés sur ces dernières, tels que détaillés ci-avant, y compris notamment le poste de relevage des eaux brutes, étant précisé que la communauté de communes prend à sa charge les frais notariés engendrés par la dite cession, de m'autoriser à signer l'acte authentique, tous les documents, ou de me faire représenter. Pas de questions? Je mets aux voix. Est-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. On poursuit avec notre aérodrome public de Saint-Aubin avec une révocation des autorisations d'implantation des hangars de type Oméga sur ce site-là. Alors en fait, on a été autorisé à l'époque, en 2015, à créer un aérodrome qui était à usage privé et donc qui était à l'exclusion d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique. Aujourd'hui, on se trouve en difficulté face à cet aérodrome et il a donc été envisagé, alors on a travaillé, c'est Bruno Fabre qui a plutôt géré le dossier, on a donc envisagé de supprimer cet aérodrome communautaire, puisque le transformer en public, ce n'est pas anodin, on avait des contraintes lourdes, onéreuses, et avec un engagement de fonctionnement qui était très important pour la collectivité. Mais on ne l'a pas fait non plus sans en parler aux utilisateurs, c'est important, parce que cet aérodrome, il sert pour le moment à usage privé. Et donc, du coup, plusieurs personnes sont réunies en association avec l'intention de créer un aérodrome privé et ont sollicité la communauté de communes la possibilité d'occuper à cette fin le site de ce qui était appelé à devenir en fait l'ancien aéroport public de Saint-Aubin-la-Plaine. Sur cet aérodrome, on avait 3 hangars du type Oméga qui sont construits. Les autorisations, elles avaient été délivrées il y a déjà quand même quelques années sans aucune contrepartie financière, mais avec la possibilité, en cas de demande de la part du Vendéopôle, de pouvoir accueillir temporairement un aéronef visiteur des entreprises du Vendéopôle. Du coup, dans la perspective de la suppression de l'aérodrome public, il convient de supprimer ces autorisations intrinsèquement liées à son existence. Alors, si la résiliation des autorisations d'occupation s'impose, en principe, la libération des lieux et du coup la suppression des hangars n'est pas d'actualité. Enfin voilà, et laisse du coup l'association pourra reprendre à leur compte, pourrait s'accorder du coup sur la réimplantation. Enfin, du coup, c'est l'association qui en sera en charge de cela. Et donc, pour nous, il est donc inutile en l'état au titre de poursuivre à ce stade la libération des lieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas les obliger à enlever les hangars si je ne fais pas d'erreur. Je pense que j'ai à peu près résumé, très résumé. Hein. Mais ils assument la responsabilité de ce qui va se passer à partir du moment où ils vont avoir pris cette responsabilité. Et du coup, il proposait au Conseil communautaire, et par adoption des motifs de fait droit exposé, de s'accorder à toute fin sur la perspective de révocation des autorisations d'occupation du site de l'aérodrome de Saint-Aubin-la-Plaine, donné pour l'implantation de 3 hangars de type Oméga le 18 novembre 2016 par le syndicat mixte, du parc Vendée Atlantique Vendéopôle Atlantique à M. Loïc Pelon, M. Hervé Ballereau et Mme Hélène Joly, avec report des effets de ces révocations à la date d'effet de la suppression de l'aérodrome public et suspension de la poursuite de la libération des lieux dès lors qu'il sera justifié auprès de la communauté de communes d'un accord entre d'une part les propriétaires et d'autre part l'association appelée à occuper le site sur les modalités de maintien de ces hangars sur place dans des conditions compatibles avec celles de la mise à disposition du site au bénéfice de l'association. Et de mandater pour évidemment signer tous les documents relatifs à ces révocations. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Ah ben on gagne les travaux. Et puis pas au-delà de ça, bon, c'était des travaux qui étaient très lourds. On a eu beaucoup de mal. Hein. En fait, honnêtement, Bruno n'est pas là ce soir, mais vraiment, ça a été des réunions. Pendant, ça fait 1 an et demi ou moins, ou 2 ans qu'on travaille sur ce dossier. Je pense que ça fait 3 ans qu'on le met au budget. Ah non, ça fait au moins 4-5 ans.
au moins 4-5 ans qu'on le met au budget. Bon, bah là, du coup, on va pouvoir le supprimer du budget. On n'a plus besoin de le mettre. Parce qu'à chaque fois, alors l'inscrire au budget, c'était une chose, mais surtout qu'il y avait des contraintes. Ce n'était pas seulement une ligne budgétaire, c'était aussi les contraintes, les responsabilités, l'entretien. Enfin, voilà, ce n'était pas que de faire des travaux. Ce qu'il y avait après, c'était quand même assez lourd à porter. Donc, on a travaillé avec l'association, Bruno a beaucoup travaillé avec l'association pour trouver aussi des compromis, puis qu'eux aussi, ils arrivent à se structurer et à savoir exactement ce qu'ils voulaient faire de cet aérodrome. Donc, je pense que c'est vraiment une opération gagnant-gagnant, parce qu'il est utilisé. L'association va peut-être pouvoir y développer autre chose. Donc voilà, donc une belle opération pour le territoire et puis pour les entreprises qui sont demandeurs. Alors, je mets aux voix, pardon, y a-t-il des voix contre, des abstentions? Je vous remercie. Et donc, la délibération suivante, c'est la fermeture de l'aérodrome communautaire de Saint-Aubin-la-Plaine et le déclassement anticipé du site. Donc, il vous est proposé de supprimer l'aérodrome communautaire. Je ne vais pas tout vous lire le corps du texte. Je pense que vous l'avez lu. Je vais aller aux cartouches, si vous voulez bien. Donc, il vous est proposé de décider de la fermeture de l'aérodrome public communautaire de Saint-Aubin-la-Plaine et la désaffectation des parcelles susdécrites des équipements publics qui y sont implantés, de rapporter les effets de cette fermeture et cette désaffectation à la date à laquelle interviendront le ou les arrêtés abrogeant l'arrêté préfectoral du 12 novembre 2015 et créant le nouvel aérodrome associatif. D'acter d'ores et déjà et de manière anticipée le déclassement des parcelles susdécrites et des équipements publics qui y sont implantés et de m'autoriser à signer les documents. Est-il des questions? Non, je mets aux voix. Juste, on louera le foncier, comment ça va se passer? On met à disposition. Oui. C'est la délibération suivante. C'est une convention de mise à disposition. Ouais. Oui, c'est une convention. Ouais. Je mets aux voix, des voix contre, abstention. Merci. Et en effet, la question de Dominique était liée sur le volet financier ou la mise à disposition, comment est-ce que ça marchait. Et en fait, c'est en effet la délibération suivante qu'une autorisation de signature de la convention de mise à disposition du site de l'ancien aérodrome communautaire. Et donc, on a une convention avec l'association. Il vous est donc demandé d'approuver la convention de mise à disposition telle que vous l'aviez annexée dans la délibération. Je me vois, est-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. J'en ai terminé pour ma partie pour le moment et je passe la parole à Dominique. Septième délibération, elle est assez simple. C'est en fait modalité de mise à disposition du public concernant le projet de modification simplifiée, donc du plan local d'urbanisme pour la ville de Luçon. En fait, on fait une modification simplifiée concernant le parcellaire qui se situe sur l'ancienne piscine de Luçon. Donc le permis de construire a été déposé par l'entreprise. Il y aura une 50aine de logements. Simplement, il a fallu modifier parce les toitures étaient ce qu'on appelle c'était R+2 plus comble, et en fait maintenant ce sera R+2 plus attique. Donc rien que le fait d'être dans cette démarche, il faut modifier quand même le PLU. Donc c'est tout simplement cette notion qu'on vous rapporte ce soir. Donc il y a eu une modification du permis de construire pour que ça s'intègre bien effectivement dans la diversité et les formes urbaines, tout naturellement. Voilà. Donc on vous demande donc de fixer les modalités de la mise à disposition du public suivant. Le projet, donc, oui, parce que le projet, bien sûr, maintenant va être présenté au public. Le projet sera tenu à disposition du public du 1er octobre au 1er novembre 2024, au Forum des services de Luçon et au siège de la communauté de communes Sud-Vendée littorale, aux jours et aux heures habituelles d'ouverture. Le public pourra présenter ses observations et propositions sur un registre à feuillet non mobile, ouvert à cet effet. Et on vous demande aussi de dire que la présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège de la communauté de communes et dans la mairie de Luçon pendant 1 mois, et que mention de cet affichage sera diffusée dans un journal départemental. Voilà, tout simplement cette délibération. Donc, avez-vous des remarques? Donc, on le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, je vous en remercie. Et la 38e délibération, ça concerne toujours la ville de Luçon, c'est le projet de construction de la nouvelle station d'épuration. Donc on nous demande de donner un avis sur les incidences environnementales qui sont notables sur le projet. Donc aujourd'hui, donc
le projet de construction d'une nouvelle station d'épuration d'une capacité de 20 000 habitants équivalents, donc est en prévision, avec la création d'une nouvelle voie d'accès de la station d'épuration, donc sur une desserte également qui servira Port-Royal à l'arrière de la station. Il y aura la déconstruction, bien sûr, aussi de la station d'épuration qui est actuellement en service, et ensuite la renaturation du site. Donc il y a des incidences environnementales notables qui concernent la destruction de 50 mètres linéaires de haies et d'une frange de friches associée, habitat de 4 espèces protégées, la bourse-cale de Séti, le chardonneret élégant, la linotte mélodieuse et le lézard à 2 raies. J'en ai jamais vu, mais peut-être que... Voilà. Il y aura aussi la destruction de 3500 mètres carrés de dépôts de pierre, l'habitat d'une espèce protégée, le lézard des murailles. Voilà. Donc il faut considérer qu'il y a des incidences quand même environnementales qui sont positives, qui concernent la reconstruction de 200 mètres linéaires de haies présentant une qualité supérieure du linéaire qui va être détruit, l'aménagement de 4700 mètres carrés de friches, dont 400 mètres carrés d'habitat qualitatif, le remaniement de l'actuelle lagune en espace plus favorable à la diversité, et on va créer également 4 gîtes pour les chiroptères. Donc, vous savez, nos fameuses chauves-souris. On en a déjà 2, une de construite sur Luçon, sur le site d'ancienne piscine. On va en construire bientôt une deuxième. Et là, donc, sur le site de la steppe, il y aura 4 gîtes pour les chiroptères. Donc, ils pourront choisir chaque année où ils partiront en vacances. Comme ça, ils auront le choix. Donc, considérant que les effets des incidences environnementales notables positives du projet sont supérieurs à celles des incidences environnementales négatives, il est proposé aux membres du Conseil communautaire d'émettre un avis favorable sur les incidences environnementales notables du projet de construction de la nouvelle steppe sur la commune de Luçon. Avez-vous des remarques? Qui est contre? À part peut-être les chiroptères, je ne sais pas, mais qui s'abstient? Les lézards adorés. Et les lézards. Votez à l'unanimité, je vous en remercie. René, je te passe la main. Vous savez cette délibération fait suite à une délibération que nous avions prise, je crois qu'au dernier conseil ou l'avant-dernier conseil. C'est des vélos électriques qui sont remis aux agriculteurs, et pas que, puisque si on en avait plus, on pourrait aussi utiliser ces vélos auprès du personnel communal, puisque vous avez donc il faut faire une délibération pour qu'on puisse faire une convention de mise à disposition. Elle est présentée en annexe. Et moi, ce que je vais vous donner quand même un tableau de suivi. Il est daté d'aujourd'hui, vous voyez, c'est tout chaud. On pédale toujours, c'est la mobilité, on fait toujours un peu de vélo. Donc on a les 8 vélos qui sont en main chez les agriculteurs. On a quand même un retour d'agriculteurs puisque ces vélos sont donnés pour un temps précis, 2 mois à peu près. Et on a quand même eu des gens qui... C'est pas si vilain que ça, finalement, les résultats, puisque nous avons M. Muraille à Luçon qui a 546 km fait avec son vélo. Ça veut dire que le vélo, on le met sur le tracteur, il faut être équipé. On le met sur le tracteur, on va dans ses champs et on revient en vélo et on laisse le tracteur dans les champs quand c'est pas trop loin, bien sûr. On a la Bretonnière aussi, un agriculteur de la Bretonnière, c'est 252 km de vélo. On a Saint-Michel-en-Lerme, ça pédale aussi chez vous. Je dis ça pédale, attention. 260 km. Et et tous les vélos sont en main. Alors donc, bien sûr, l'objectif de la commission mobilité, c'est d'avoir un peu plus de vélos parce qu'on en manque. Et on a une liste d'attente. Donc voilà, je voulais vous présenter ça. C'est tout chaud d'aujourd'hui. Et on en a même à Sainte-Ralégonde, voyez-vous, dans ma commune. Pour le moment, on ne sait pas s'il a pédalé beaucoup. On n'a pas assez relevé de kilomètres. Mais il a dû pédaler parce que c'est un jeune. Donc, et je sais qu'il a des champs assez éloignés de sa ferme. Donc, il vous est proposé aux membres du Conseil communautaire d'approuver la mise en œuvre d'une expérimentation consistant en la mise de disposition à titre gratuit, je précise, auprès des agriculteurs du territoire d'un vélo à assistance électrique agri-cyclable et de ses équipements associés, d'approuver la convention de mise à disposition associée telle que présentée en annexe, d'autoriser Madame la Présidente à signer tous les documents relatifs à la mise en œuvre de cette expérimentation. Qui est contre? Attends, il y a peut-être des questions. Ah, question. Ah ouais. Alors, on va tout de suite au professionnel. C'est qu'il y a un match de foot, il m'a dit qu'il allait vite. Est-ce qu'il y a des questions?
Evelyne, question? Non? Pas de question, Evelyne? Ce qui m'embête, c'est qu'on n'a pas les kilomètres de ta commune. Ah ben, je lui ai dit de pédaler plus pour être le premier, hein, mais je ne sais pas s'il va le faire. Ah oui, ah non, on ne travaille pas avec eux. Non. Alors, donc, voilà. C'est 8 vélos, bien sûr, on en voudrait plus, puisqu'il y a beaucoup de demandes. Mais bon, pour le moment, on verra un peu. Donc, est-ce qu'il y a des contre? Il y a des abstentions? Bah, tout le monde pédale alors, Madame la Présidente. Problème. Allez. Alors, après avoir fait du vélo, on va courir? Non. Ah non, on va faire de la voiture. Ah, on reste en vélo. Bah, si tu veux. Il s'agit de prendre une modification des statuts du syndicat mixte pour l'installation et le fonctionnement d'une piste d'éducation routière. Nous la partagions avec la communauté de communes de Vendée littorale et pour un certain nombre de communes, Mareuil et les environs. Je pense les Roues et dedans également. Et donc, eh bien, le comité syndical du syndicat mixte pour l'installation et le fonctionnement d'une piste d'éducation routière domiciliée sur la commune du Gives a engagé une modification de ses statuts en séance du 20 juin 2024. Cette modification des statuts concerne l'adhésion directe de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral et de la communauté Vendée Grand Littoral au syndicat mixte en lieu et place de leurs communes membres. En application de l'article L, tout le monde le connaît, 5711-1 du Code général des collectivités territoriales, un syndicat mixte fermé peut regrouper exclusivement des établissements publics de coopération intercommunale, EPCI, et non pas sur les deux. Cette démarche fait suite à une volonté politique du comité syndical de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral et de la communauté de communes Vendée Grand Littoral de transférer la compétence de ce syndicat à chacune des deux EPCI concernés, après sa dissolution qui aura lieu le 31 décembre de cette année. La prise de compétence par la communauté de communes après dissolution du syndicat mixte s'opérera en 3 grandes étapes. La première, que nous vivons, entre juin et septembre 2024, les 20 communes membres de Vendée Grand Littoral et les 2 communautés de communes sont appelées à délibérer afin d'intégrer la communauté de communes Vendée Grand Littoral qui représentera ces 20 communes ci-après et se substituera à elles. Je vous épargne le nom de ces communes. La décision de modification des statuts du syndicat mixte en résultant est prise par arrêté préfectoral. Deuxième étape, les 2 EPCI délibéreront en vue de la dissolution du syndicat mixte au plus tard le 31 décembre 2024. Et troisième étape, après arrêté préfectoral, chaque communauté de communes prendra la compétence au 1er janvier 2025. Je pense que mon collègue Patrice Gendrenaud est un peu plus au fait que moi sur puisque de Mareuil qui en bénéficiait. Voilà. Merci. Longtemps, enfin, Oui, on a alors, fait ça avec le SIMTAM. Pour résumer ce que vient de dire Marie, effectivement, les ex-communes du pays maroyais, l'ancienne communauté de communes, adhéraient à un syndicat mixte qui était du Moutiérois et du Talmondais, dont le SIMPER. Et donc, pour évoluer dans le bon sens, que toutes les écoles de la communauté de communes soient regroupées ensemble sur la piste routière compétence Sud-Vendée Littoral, donc on avait demandé de se retirer de ce syndicat. Et donc, eux, il ne restait plus qu'avec les communes du Moutiérois et du Talmondais. Donc, finalement, eux, ils ont demandé aussi la dissolution de ce syndicat.
et tout le monde va adhérer à la communauté de communes compétente. Donc les communes vont adhérer sur le Grand Littoral, et nous, le sud, les ex-communes du Pays Maroyais vont adhérer à la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, et tout cela sera fait au 1er janvier 2025. Mais entre-temps, il y a des procédures administratives à faire, et ce que vient de vous expliquer Marie. Merci. Voilà. Donc, il vous est demandé, en tant que membre du Conseil communautaire, d'approuver la modification des statuts de ce syndicat mixte, de prendre acte que cette évolution statutaire est une première étape visant à dissoudre le syndicat pour transférer pleinement ses compétences à chaque EPCI, et d'autoriser Madame la Présidente ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire. Des questions ? Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie. Merci Marie. Ah, qui s'abstient, excusez-moi. Tout le monde était pour Marie. La délibération suivante, c'est la modification du tableau des emplois, des effectifs de la communauté de communes. Donc, je ne vous lis pas le corps du texte. Vous l'aviez, et je vous demande donc d'autoriser les créations et suppressions qui sont proposées ci-dessus, de modifier le tableau des effectifs, actualisé, figement en annexe et arrêté à compter du 1er octobre 2024, de m'autoriser à signer tous les documents. Y a-t-il des questions? Non, je me vois des voix contre, des abstentions. Je vous remercie. Une petite modification de statut de la société publique locale Sud-Vendée Littoral Attractivité. Et si vous en êtes d'accord, d'approuver le projet de statut modifié de la SPL Sud-Vendée Littoral Attractivité, dont la dénomination sera désormais Vendée du Sud Attractivité. Et de m'autoriser à signer, enfin prendre les mesures nécessaires et à signer. Y a-t-il des questions? Non, je vous remercie, je me mets aux voix. Y a-t-il des contre, des abstentions? Non. Je vous remercie. On arrive à la dernière délibération sur laquelle je vais m'arrêter un petit peu, évidemment, et prendre un petit peu de temps, qui est donc une motion favorable au maintien de la commune de la Tranche-sur-Mer au sein de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Sans être très, très longue, je pense qu'il est important de faire un petit retour en arrière sur ce qui s'est passé depuis à peine une année à ce niveau-là. Donc on va refaire un peu d'histoire. Il y a quelques mois, par voie de presse, la commune de la Tranche a fait savoir, vous avez pu le consulter, qu'elle souhaitait quitter la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. S'en est suivi d'autres échanges par voie de presse, sans qu'on soit concerné ou consulté, je vous le dis clairement, mais échanges par voie de presse entre la commune de la Tranche-sur-Mer et puis nos voisins Vendée Grand Littoral. Je sais pas si, enfin moi j'ai gardé les articles où Vendée Grand Littoral dit on apprend que la Tranche veut nous rejoindre, et la Tranche répond par voie de presse. Non, vous ne l'apprenez pas, puisque vous m'avez écrit le 30 janvier pour me dire vous étiez d'accord. Bon, bref, c'est un échange. Nous, on n'est pas dedans. Je lis la presse comme vous et comme tout à chacun. La volonté de la Tranche-sur-Mer, c'était de quitter notre communauté de communes à compter du 1er janvier 2025. Il a lancé la procédure. Très rapidement, j'ai rencontré Madame la sous-préfète de l'époque, en cherchant une explication, en me disant est-ce que d'abord c'est possible, et puis qu'est-ce qu'on devient, enfin, à quel moment est-ce qu'on nous parle? C'est un petit peu ça. En effet, quand vous voulez changer d'une communauté de communes, il y a deux modes. Il y a le mode dérogatoire et le mode de droit commun. Le mode plus classique, c'est qu'on se mette autour de la table, la commune qui souhaite sortir, la communauté de communes accueillante, et la communauté de communes qui va voir partir peut-être une commune. Moi, ma question à Madame la sous-préfète, c'était de me dire, je ne comprends pas, pourquoi est-ce qu'on n'a pas été consulté? Et elle me répond, Monsieur le maire de la Tranche-sur-Mer avait le droit de passer sur le mode dérogatoire sans vous consulter, c'est-à-dire d'aller directement sur la procédure avec la communauté de communes vers laquelle il a envie de travailler. C'est-à-dire que on va être très clair, on fait fi de nous, c'est pas grave, on n'existe pas. Mais la mesure dérogatoire, elle est légale.
Donc du coup, s'en est suivi pas mal de travail du côté, sans doute, la tranche, qui a d'ailleurs fait une étude d'impact, monté un dossier, fait une étude. Nous, on a eu connaissance que cette étude, elle était finie. On a demandé à la voir, ça semblait un peu évident. Ça nous a été refusé par la commune de la Tranche, mais on l'a eu parce qu'évidemment, après, il y a toujours un moyen de récupérer les documents de façon très légale. Il n'y a pas de souci. J'ai souhaité rencontrer monsieur le préfet parce que une forte inquiétude, savoir ce qui allait se passer. Donc, voilà, au bout d'une heure et demie d'échange, il m'a dit de toute façon, une chose que je peux vous assurer, c'est que ce ne pourra pas être possible, si toutefois ça devait se faire un jour, en 2025. Les délais sont beaucoup trop courts. Et puis, en effet, on déstabilise 2 territoires et une commune. En fait, on ne déstabilise pas seulement que je suis de Vendée littoral. J'ai demandé aussi à être reçu par les élus de Vendée Grand Littoral pour expliquer que c'était quand même très perturbant pour nous, et puis voir un petit peu comment est-ce qu'eux, ils travaillaient, comment est-ce qu'ils le sentaient. Donc voilà, ils ont eu la demande de la Tranche-sur-Mer, donc ils l'instruisent, ils y réfléchissent aussi. Voilà, ils sont aussi dans ce travail, savoir est-ce que c'est pertinent, pas pertinent, sur la date de 2025, dans la même logique que nous, de se dire c'est pas entendable. Du coup, on a plutôt essayé de travailler en se disant, écoutez, on se revoit, on laisse passer le temps, et puis on se reverra après les élections municipales, voir comment est-ce que ça peut se dérouler. On est un petit peu en décalage sur la méthode avec Vendée Grand Littoral, mais sur le fond, on savait que ce ne serait pas 2025. La commune de la Tranche a de nouveau réitéré, alors pas sa demande directe à nous, mais a fait savoir que son souhait était que ce soit au 1er janvier 2027. Vous imaginez qu'entre de nouvelles élections en 2026, mars, l'installation d'un conseil communautaire, et le travail, ce n'est pas non plus envisageable au 1er janvier 2027. Donc, la communauté de communes Vendée Grand Littoral a proposé une motion pour aussi dire que à partir de 2027, pourquoi pas, mais en effet, ça ne pouvait pas être au préalable. Pourquoi cette motion ce soir ? Parce que du coup, ça y est, on a été informé d'une façon légale, rigoureuse, à se dire on est sollicité. La commune de la Tranche, en aparté, nous avait déjà écrit pour demander de faire la répartition des actifs et des passifs. C'est-à-dire qu'on a absolument passé toutes les étapes en une. C'était déjà acté, donc évidemment, c'est quelque chose sur lequel nous, on n'a pas répondu. Donc cette motion, ce soir, elle répond à notre projet de territoire. Ce projet de territoire, on l'a construit en 2017. On l'a construit avec les compétences qui nous sont dévolues et qu'on a prises au fur et à mesure. Et c'est surtout que c'est quelque chose qu'on a construit, bien entendu, à 43 communes. Je pense sincèrement qu'on a essayé toujours de travailler et qu'on essaie de travailler toujours avec un souci d'équité sur le territoire. Notre préoccupation à tous ici, quand nous prenons des décisions, c'est de se dire chaque habitant, qu'il habite du côté de la Jaudonnière, qu'il habite du côté de la Tranche, de Château-Guibert, etc., doit pouvoir bénéficier des mêmes services et être considéré de la même façon. Du coup, on a tous les engagements que nous prenons, tout ce que nous faisons depuis 2017 va évidemment dans ce sens-là. Je me permets de vous rappeler qu'il y a quand même de nombreux dossiers qui sont en cours, alors pas qu'avec la Tranche, tous ensemble. On travaille sur de nombreux projets structurants et indispensables à notre communauté de communes, de développement, le PLUI en premier. On est vraiment sur une phase, aujourd'hui, on a l'intention de l'arrêter avant les élections, parce qu'on sait très bien que si on ne parvient pas à faire ce travail-là avant les élections, on ne met pas en doute nos collègues qui vont nous suivre, ou nous si on y est, etc. Mais il y a forcément une partie de nos collègues qui auront besoin d'appréhender de nouveau ce dossier-là. Ça veut dire qu'on repart encore pour au moins 2 années de travail,
Pour certains territoires, on a 2 communes qui sont par exemple encore au RNU. Alors là, pour eux, c'est carrément dramatique parce que le développement est quand même compliqué. On a encore quelques communes, j'ai pas le nom, qui sont en carte communale, qui sont obsolètes. Hein, elles ne permettent plus un développement. Donc voilà, ce PLUI, on le fait de façon cohérente, concertée. Je pense que les services de la Comcom vont souvent à votre rencontre. Voilà, donc ça, c'est un travail fondateur et important pour le territoire. On a aussi un gros travail avec la Tranche-sur-Mer, qui est tout le travail que porte Laurent, qui est sur le recul du trait de côte, avec l'adaptation au changement climatique. On a des enjeux très forts sur la Tranche-sur-Mer. C'est pas anodin. On les voit, quand on fait des modélisations, quand on commence à travailler, on sait très bien que les enjeux et les orientations qui vont être prises, elles sont primordiales, elles sont importantes pour le territoire, pas que la Tranche-sur-Mer, mais elles peuvent avoir des impacts très forts pour nous aussi. Mais je veux dire que c'est un travail qu'on a mené, que la communauté de communes porte, avec les communes de la Tranche-sur-Mer et avec les communes de l'Aiguillon-la Presqu'île. C'est un travail qui est quand même très, très, très avancé. Ensuite, on peut parler évidemment du PLH, on peut parler du travail qu'on a sur les médiathèques ensemble. Le gros travail fait par Pierre et les services autour des déchets ménagers, avec cette année quand même le déploiement des points d'apport volontaires pour faciliter toujours le quotidien des usagers, pas seulement Tranchet, mais aussi des touristes. La piscine. La piscine, c'est un enjeu fort, n'est-ce pas, Patrice? La piscine, on a des travaux à y faire. Donc, comment est-ce qu'on arbitre? Comment est-ce qu'on se projette? Moi, j'ai envie de vous dire, il faut faire, parce que ce qu'on ne fait pas, nous, c'est quand même l'usager qui sera pénalisé. Donc, par exemple, sur les points d'apport volontaires, on s'est interrogé, on s'est dit, dès qu'on a reçu, on s'est dit, non, il est hors de question d'arrêter quoi que ce soit, parce que c'est pas aux élus de pénaliser. On est là pour aider nos concitoyens, on n'est surtout pas là pour les pénaliser. Donc, on continue, on avance avec nos services pour le bénéfice des tranchets et puis tous ceux qui utilisent l'équipement. Tout ça pour vous dire que cette motion, elle est importante. Elle est importante, et je pense que vous l'avez lue, et autrement on va le faire, j'irai à la fin. Elle est importante parce que je vous demande que nous puissions montrer à la population tranchaise que sa place est avec nous, qu'on essaie vraiment de déployer les services à leur attention au même titre que sur l'ensemble de notre communauté de communes. Donc voilà, pour nous, il était important. On a travaillé, le bureau évidemment a travaillé cette motion. Elle a été finalisée cette semaine, pour que ensemble nous puissions se passer ce message fort de dire on ne s'oppose à rien, parce qu'il ne faut jamais s'opposer. Enfin, c'est pas la bonne méthode, mais pour nous, il est important pour notre territoire, pour eux aussi, que la Tranche-sur-Mer reste dans la communauté de communes Sud-Vendée littorale. Je n'ai pas voulu mettre l'accent sur le volet financier, c'est aussi un enjeu important qui aura des répercussions pour les communautés de communes, les deux, communauté de communes Sud-Vendée littorale, communauté de communes Vendée Grand Littoral, mais pas que. L'impact financier, il sera aussi pour les tranchets. Alors ça Nicolas me contreriera si je dis une bêtise, mais plus sur les tranchets en résidence permanente. Sur les résidences secondaires, moins d'impact, mais pour ceux qui sont en résidence permanente, il y a aussi un impact. Enfin, je veux dire, toutes ces études, elles prennent du temps, et on ne peut pas décider qu'on ne se plaît plus quelque part aujourd'hui et vouloir changer. Ça nécessite un travail qui doit s'étaler sur au moins 2 ou 3 années. Je ne suis pas sûre que les élus d'aujourd'hui aient envie de prendre ce travail-là. On a encore beaucoup de missions à porter. Voilà. Donc la motion, elle est vraiment pour dire, écoutez, nous, c'est vraiment le titre de notre motion. C'est une motion favorable au maintien de la commune de la Tranche-sur-Mer au sein de la communauté de communes Sud-Vendée littorale. Vous aviez les considérants, donc je pense que vous les avez lus. Moi, je me permets de vous lire la fin de la motion et on pourra évidemment en discuter. Le Conseil communautaire Sud-Vendée littoral rappelle aux tranchets qu'ils bénéficient des services publics déployés par Sud-Vendée littoral et que leur commune est représentée selon des règles démocratiques au sein de la communauté de communes. Il adresse à la commune de la Tranche-sur-Mer et à ses administrés un message positif de collaboration et invite chacun à prendre le recul nécessaire pour considérer la situation sous l'angle de l'intérêt général.
Le Conseil communautaire Sud-Vendée Littoral se prononce en faveur de la suspension de toute démarche relative à un changement d'intercommunalité jusqu'aux prochaines élections municipales et communautaires. Il appartiendra aux futurs élus de décider des orientations à suivre. Le Conseil communautaire Sud-Vendée Littoral prononce, pour toutes ces raisons, un avis favorable au maintien de la commune de la Tranche-sur-Mer au sein de son intercommunalité. Je me tourne vers vous maintenant pour voir si vous avez quelque chose à ajouter, à observer. Voilà. Je vous laisse la parole si vous le souhaitez. Il y a forcément un impact, mais elle n'est pas suffisamment aboutie. Et c'est en ça aussi où on a aussi besoin de travailler, parce qu'en fait, d'abord, ça ne peut pas être unilatéral. Enfin, toutes les choses, c'est pour ça que je dis, une réflexion, c'est tripartite. Hein, voilà. Donc, on n'a pas d'éléments. Enfin, on a évidemment des éléments, je ne peux pas me permettre ça, mais il y a des trous dans la raquette, quoi. Donc, ça nécessite un travail qu'il faudra prendre le temps. Si toutefois, et c'est pour ça que notre positionnement, ou tout du moins, oui, le positionnement du bureau, hein, à l'unanimité, c'est de se dire, laissons s'installer les futurs élus, qui n'auront peut-être pas cette même volonté, ou peut-être oui. Voilà, donc c'est pour ça. Donc en effet, on a mais là, Nicolas pourrait répondre si vous le souhaitez, mais il y a des trous dans la raquette, ça pose, enfin, il faut poser, quoi. Il faut vraiment prendre beaucoup de temps pour ce genre d'études, quoi. Des études financières, des études d'agents, enfin voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place, quoi. Oui, bien sûr, François. Non. Alors, non, François, on n'a pas d'échange et on est parfois en réunion avec des élus tranchés sur d'autres sujets, dont le recul du trait de côte, entre autres, hier, et c'est jamais un sujet sur lequel, voilà, on n'a pas d'échange. Et en effet, c'est pour ça que je me permets et que j'ai souhaité commencer mes propos en relatant, en faisant un peu d'histoire, parce que, en effet, entre une mesure dérogatoire, une mesure où on se parle, ça montre que c'est un peu biffé dès le départ, et puis que on ne va pas forcément très bien partir. Voilà. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je me permets de vous solliciter pour savoir, est-ce qu'il y a des avis contre à cette motion? Des abstentions? Mais je vous remercie beaucoup. C'est un grand pas qu'on fait pour le territoire. Merci beaucoup. Alors, tel téléphone. Et moi, j'ai le tour santé. N'oubliez pas le tour santé, parce que Dominique, je vais lui passer la parole. Le tour santé pour le 3 octobre, le matin, où là, on va vraiment avoir un peu d'immersion pour connaître la santé sur notre territoire. On vous a mis sur les tables, à vos places, un petit livret destiné aux professionnels. Alors, il est sorti ce matin, donc on n'a pas encore pu le distribuer, mais il est vraiment à l'usage des professionnels pour les inciter à venir sur notre territoire. Je laisse la parole à Dominique et à Laurent après, éventuellement. Oui. Non, juste deux informations. Nous sommes allés avec Brigitte, nous étions cet après-midi au conseil d'administration des maires de Vendée, parce qu'on en fait partie tous les deux. Et donc, il y a des informations concernant le congrès des maires qui vont vous parvenir dans les 10 jours qui viennent. Ah ben pardon, Françoise aussi était là. Excuse-moi Françoise. Oui, Françoise était même à côté de moi. Donc nous avons eu des informations concernant le congrès des maires. Vous allez recevoir donc dans les 15 jours qui viennent des informations. Il faudra ne pas hésiter à s'inscrire si vous le souhaitez auprès bien sûr de l'association. S'il y en a qui veulent partir avec le bus et bénéficier de l'hôtel et des manifestations et des organisations qui sont faites auprès de l'association. Donc ça, c'est une chose. La deuxième, alors je ne vais pas en rire parce que c'est vrai que c'est quand même un peu délicat aujourd'hui d'en parler, ça concerne les téléphones. Bon, ceux-là, je pense qu'ils sont pas... tous nos téléphones sont sains, on l'espère en tout cas. Simplement dire que, vous savez qu'il y a une collecte, il y a une grande collecte qui est à l'usage de tous les Vendéens, qui est faite actuellement aussi par l'Association des maires de Vendée depuis le mois de mai.
et en lien aussi avec les communautés de communes. Donc c'est une collecte de portables, de téléphones portables usés ou usagés. Et cette collecte va se terminer le 31 janvier 2025. Donc si vous n'avez pas encore, enfin si vous le souhaitez participer, la ville de Luçon s'est inscrite dans cette démarche, mais il y a peut-être des communes qui l'ont fait aussi. S'il y a des communes qui veulent s'inscrire dans cette démarche pour récupérer les portables, que les gens viennent les déposer dans votre mairie, n'hésitez pas à vous rapprocher donc, de la communauté de communes qui va vous donner des kits et également les boîtes qui vont bien pour récupérer donc, ces fameux portables. Sachant qu'effectivement, dans un portable, il y a quand même 50 métaux différents. Et puis bien sûr, il y en a qui sont très importants pour le recyclage. Voilà ce qu'on voulait vous apporter comme information. Je vais laisser Laurent après. Tu aurais pu d'ailleurs prendre la parole, mais c'est pour les rencontres de la création et du patrimoine. Ah bah non, c'est à toi, vas-y. Oui. Voilà, et c'est ce samedi, ça commence ce samedi. Vous êtes conviés à partir de 14h pendant 2 jours à pouvoir visiter les meilleurs artistes et les meilleurs artisans de la région Pays de la Loire qui viennent à cet événement qui devient luçonnais et qui sera vraisemblablement le plus gros événement français, puisque c'est ce qu'on nous dit, en matière de rassemblement, de créateurs et qui travaillent justement tout ce qui fait notre patrimoine à la fois matériel, culturel et économique. Donc vous êtes les bienvenus à partir de 14h au Jardin du Maine. Voilà. Merci, bonne soirée. Est-ce qu'il y a... On est bien là, 20h30. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non, c'est bon? Hein? Non. Bon, non, je ne sais pas pourquoi il y a un match. Ah bon, d'accord. Bon, bah écoutez... Hein? Non, bah écoutez, moi je vous souhaite une bonne soirée. On va pouvoir boire un verre derrière. Merci.